vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30. On est fait pour s'entendre. Avec Flavie Flamand sur RTL. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est fait pour s'entendre. C'est une équipe qui ressemble plus d'ailleurs à une bande pro et sacrément sympa. Alors merci à elle, Alexandra Polakzik, Céline Bonnet, Victor Porcher, Sarah et tous nos amis techniciens, réalisateurs, dont Sébastien aujourd'hui, qui soient donc remerciés pour tout le travail qu'ils viennent de fournir ces dernières semaines. Tous se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue. Aujourd'hui, on écrit un chapitre sexo et on appelle à la délicatesse. 14h30, 15h30, Flavie Flamand sur RTL. Car sous la couette ou ailleurs d'ailleurs, basculer en quelques secondes d'un moment de complicité et de communion des corps à un silence gêné et à une libido en chute libre, ça arrive plus vite qu'on ne le pense et pas seulement aux rencontres d'un soir. Être trop dirigiste, prononcer un mauvais prénom, s'emballer dans des paroles coquines, demander à l'autre si c'est bon. En matière de sexualité, quelles sont les maladresses qui nous déroutent? On en parle avec vous tout de suite, l'occasion aussi de se rappeler quelques bons souvenirs tous ensemble, mais également avec nos invités. Bonjour Camille Saferis. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Est-ce que vous allez nous parler de vous un peu aujourd'hui? Ah non, bien sûr que non. S'il vous plaît, déjà non, la dernière fois vous nous avez raconté plein de trucs, c'était trop bien. C'est vrai, bon, ouais, peut-être on en apprend, alors. Merci d'être avec nous, vous êtes auteur, comédien et réalisateur. Bonjour Cécilia Como. Bonjour. Comment allez-vous Cécilia? Très bien, merci. Vous êtes sexologue et thérapeute de couple et d'ailleurs, sur votre site, on peut retrouver tout un article que vous avez écrit sur le sujet du jour. Alors, c'est vrai qu'on se dit qu'aujourd'hui on va se marrer entre 14h30 et 15h30 parce que ce ne sont finalement pas des choses si graves, mais ce sont aussi des choses plutôt courantes, Cécilia, non? Alors, courante, et puis si quand même, quand les gens me les racontent, ouais. Je vais trahir un secret, mais il nous arrive quand même de sourire. Bah oui. Moi, eux... on peut en rire, oui, c'est ça, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est pas si grave. Non. Est-ce que ça peut être traumatisant? Traumatisant, non. En revanche, oui, comme vous l'avez dit, ça peut j'allais presque dire, ça peut terminer une relation qui débutait. Mais les gens le raconteront quand même en se marrant. Est-ce que c'est toujours réservé, selon vous, Camille Saferis, aux couples naissants? Oh non, bien sûr que non. Je pense que dans Comment le ça se passe pour vous, par exemple? Non, je ne parlerai pas de moi. Allez, hop. Non, mais je pense qu'il y a des maladresses, effectivement. Si vous êtes en train de faire l'amour avec un partenaire et puis que soudain vous recevez, par exemple, une vidéo d'un candidat au municipal sur votre portable. Ah non, mais attendez, ça c'était pour la Saint-Valentin et c'était une autre actualité. Effectivement, là c'est dérangeant. Mais sinon, alors tiens, les réseaux sociaux, les téléphones et tout, certains nous en parlent. Et apparemment, c'est une nouvelle maladresse dans le domaine. Non, je me souviens qu'on avait fait il y a quelques temps, je crois que c'était l'année dernière, une émission sur les tue l'amour. C'est pas exactement la même chose. Là, parce que là, c'est tue le câlin, tue l'envie, quoi. Mais je me souvien qu'on avait parlé à ce moment-là. Vous m'aviez ressorti un sketch que j'avais fait sur Canal+ il y a très longtemps sur le Prout au lit, qui avait eu un certain succès. Et c'est vrai que par exemple, ça c'est à la fois un tue l'amour et une maladresse. On peut reconnaître que ça peut être dans un couple déjà installé. C'est pas forcément dans un couple naissant. Ça n'est pas réservé qu'au couple naissant. Bon, ça fait partie des choses, effectivement. Non, mais par rapport à votre question, non. Mais comme il y a beaucoup de couples non naissants qui ont déjà une vie de couple, mais qui n'osent absolument pas le dire, donc la réponse est oui, ça peut durer longtemps. Oui, donc d'où l'intérêt, et c'est ce que l'on se dit à chaque fois que l'on se voit autour de ces sujets-là, d'où l'intérêt de bien communiquer. Ouais. Voilà. Et bien communiquer, il y a commu. Évidemment. Alors il y a Karine qui nous écoute et qui a justement appris aujourd'hui sur nos réseaux sociaux que nous allions proposer le sujet de ce jour. Et elle dit, justement, ça tombe à pic. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai expliqué à mon compagnon qu'on ne pouvait pas faire l'amour et regarder le match Dortmund-PSG. Non mais, est-ce que parfois aussi, dans ces moments-là, le compagnon de Karine n'est pas en train de placer la sexualité là où elle ne devrait pas être, c'est-à-dire dans une sorte de tâche un peu subalterne où on peut être un peu multitâche. C'est plutôt après le match. Est-ce que ça n'est pas quelque part aussi relégué la sexualité à une... presque à un rapport un peu soit hygiéniste, soit on l'a fait. C'est évident que pour la personne, à moins d'être les deux exactement à regarder Dortmund en même temps, mais sinon il y en a forcément un des deux qui comprend pas bien ce qui se passe. C'est un rapport au romantisme finalement qui n'est pas exactement le même. Donc effectivement il faut en parler, il faut essayer d'être à l'écoute de ce que son partenaire considère comme romantique ou pas. Mais ça en dit, est-ce que les maladresses que l'on fait en disent long sur l'état d'esprit dans lequel on est, Cécilia Como?
dans lequel on est, c'est-à-dire la personne qui fait la maladresse. Oui, c'est-à-dire que est-ce que ça en dit plus sur nous qu'on l'imagine? Bien sûr. Voilà, parce que quand un couple fait l'amour, c'est un couple qui parle un certain langage et parfois effectivement c'est une rencontre et en c'est vrai que l'occurrence... regarder le match la première fois, par exemple, ça peut casser l'ambiance. Et attends, même la 20e. Ça en dit beaucoup parce que les maladresses, elles sont souvent en fait le fruit d'une individualité, c'est-à-dire qu'on s'est mal connecté à l'autre et du coup, effectivement, on livre quelque chose de soi qui dit je t'ai exclu, ce qui est pas top dans un rapport à deux. Voilà. On va se retrouver dans un instant si vous le voulez bien. Nous sommes en direct sur cette antenne, vous l'avez compris, on parle de toutes ces petites maladresses. Il y en a plein qui nous sont arrivées. C'est vrai que c'est assez amusant et en même temps ça en dit long effectivement sur certaines pratiques aussi parfois, certains états d'esprit, la façon dont on considère en tout cas la sexualité. Nous sommes en direct, on attend vos appels au 3210, 50 centimes d'euros la minute, vous nous appelez, on vous rappelle, ou alors les réseaux sociaux dont on est fait pour s'entendre. À tout de suite. Bon, ici, sur l'antenne RTL, c'est tout le contraire de cold, c'est tout hot. On parle de sexualité aujourd'hui. On ouvre un chapitre sexo avec nos invités que sont Cécilia Como, qui est sexologue et thérapeute de couple, et Camille Saferis, auteur, comédien, réalisateur. Et on parle de ces maladresses qui, parfois, effectivement, mettent à mal le désir, le plaisir sexuel. Alors, c'est plutôt l'occasion de se marrer parce que ce ne sont pas des maladresses bien graves. Néanmoins, parfois, elles scellent finalement le destin d'un couple naissant. Quand un couple se rencontre et que tout le monde effectivement y va de sa de sa personnalité, de ses fantasmes et ne prend pas les précautions nécessaires, eh bien parfois ça pose problème. Camille Saferis, donc qu'est-ce que vous avez fait il y a 2 jours? Vous avez gardé Dortmund PSG ou pas? Ah non, non, moi c'est vraiment pas le genre. Je regarde jamais le sport, même en dehors des moments de oui, vous n'êtes même pas d'accord. Je regarde donc pas comme le ça sport. au moins le problème est réglé avec vous. Voilà. Alors, des messages qui nous sont arrivés, qui rejoignent d'ailleurs un article que l'on retrouve sur votre site, Cécilia Como. Romaric nous écrit: je dois convenir qu'une femme trop directive, plus haut, plus doucement, plus à droite et autres recommandations aux allures d'ordre, ça a tendance à me bloquer et à me faire perdre tout désir. Alors ça, je les avais appelées moi les correctrices, donc on voit bien quand même comment c'est ressenti, les directives. Donc c'est effectivement comme ça que c'est ressenti. Pas par tous, il y a des hommes qui adorent. Oui, mais là on parle des maladresses qui sont mal vécues par certains. Donc là, Romaric, il nous explique. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui peuvent le faire en pensant que l'homme va adorer. Oui, c'est d'accord. Et c'est pas le cas, c'est ça que je veux dire. D'accord. Et voilà, donc maintenant... donc le profil, alors... Donc oui, non mais ça c'est abominable parce que les hommes on se retrouve avec ce que j'avais mis, c'est-à-dire c'est une espèce de carte GPS et en fait on leur coupe les ailes. C'est-à-dire que oui, bien sûr qu'ils vont pas effectivement caresser, lécher exactement à l'endroit où il fallait. Mais il faut pas... C'est pas des sextoys quoi. On peut pas leur dire c'est ici, c'est pas là parce que ça coupe complètement leur libido. Et je pense que c'est aussi derrière l'idée que les hommes, quoi qu'il arrive, ils sont excités. Que ça se passe dans leur verge. Mais non, ça se passe dans leur cerveau. C'est super d'entendre ça. Ça fait tellement plaisir. Et donc, du coup, dès lors qu'ils sont vécus comme incompétents, parce que c'est ça le message qui est renvoyé, c'est juste pas possible. Ils ont besoin de se sentir compétents. Donc, pour signaler, parce que dans le même temps, on peut pas non plus laisser s'acharner quelqu'un sur une zone où on ressent strictement rien, sans rien dire. On peut imaginer qu'un gémissement, un oui encore, que sais-je, ça suffira pour signaler là c'est bien, et un rien du tout, ça signalera là c'est pas top. Voilà. Ça va avoir donc un peu avec la simulation aussi, parce que finalement vous avez l'air de dire que il vaut mieux encourager, même si c'est pas vrai. Non. Non, c'est de la délicatesse. C'est qu'il faut pas diriger en disant c'est plus à gauche, non un petit peu plus en bas. Non, finalement remonte. Faut laisser faire la personne. Après, et quelqu'un qui est pas doué du tout alors. Alors là, mais la partenaire n'est pas professeure de sexe. Et en plus, c'est tellement vrai qu'elles ont horreur de ça. Ouais. Elles ont horreur ou alors sauf si elles ont vraiment une prédisposition à enseigner la sexualité, mais sinon elles ont envie d'un échange à peu près équilibré et elles n'aiment pas du tout se retrouver en prof. Est-ce que c'est typiquement féminin, Cécilia Como ?
Justement, parce que vous parlez des femmes trop directives, est-ce que c'est un comportement plus féminin que masculin? Oui, dans les mots comme ça, je trouve que c'est beaucoup plus vous l'entendez plus féminin. Dans votre les hommes cabinet. ont tendance à montrer. D'accord. Alors, à faire. L'homme et la performance. Déborah nous écrit, il a passé son temps à me dire je vais te faire jouir, je vais te faire jouir. Eh bien, il n'a pas réussi. C'était le meilleur moyen pour que ça marche pas. Alors, justement, déjà et d'une parce que la jouissance et l'orgasme, c'est complètement dans l'abandon et le lâcher prise. Donc c'est le paradoxe, c'est que plus on le cherche, moins on le trouve. Donc dire à quelqu'un je vais te montrer où il est, attends, regarde, ça arrive. Non, ça marche pas comme ça. C'est valable pour les deux sexes. Mais c'est vrai que quand on fait le programme et qu'on détaille trop, mais c'est valable aussi pour d'autres choses que le plaisir sexuel. Je pense que quand on se dit c'est génial, je vais aller là, je vais voir un beau paysage, je vais faire. Attends, c'est déjà quand on va dire je vais te faire éclater de rire. Voilà, c'est ça. Déjà, ça à la base. Donc la promesse, elle est toujours. Je vais te raconter une histoire, tu vas être mort de rire. Faut jamais faire ça. Jamais. Et c'est la même chose avec le sexe en fait. Plus on est au risque évidemment d'être déceptif à chaque fois qu'on promet quelque chose. Mais est-ce que l'homme est sous la pression de la performance aussi aujourd'hui, Cécilia Como? Beaucoup, je trouve, beaucoup plus dans une ignorance, c'est-à-dire cette idée que ce qui a été montré dans la pornographie ou même sans pornographie, cette idée de la variété absolue, c'est-à-dire 64 positions en l'espace de 45 minutes, c'est quand même très varié. Il y a vraiment une ignorance et des mauvaises croyances sur, en fait, qu'est-ce que les femmes apprécient dans la sexualité. Et elles apprécient pas être secouées comme, moi c'est de mon époque, mais genre Nadia Comaneci, voyez-vous, pendant... Ouais, je sais que ça donne mon âge à peu près. Elles apprécient pas ça parce que d'abord elles se sentent complètement déconnectées de celui qui est en train de faire ses performances GRS. Adeline doit sourire en nous écoutant. Elle nous a écrit: pour mettre du piment dans notre vie sexuelle, mon mari a cru bon de me faire essayer des positions acrobatiques. Pourtant, il sait bien que je suis loin d'être une contorsionniste. Résultat, après maintes manipulations, plus d'envie du tout. Mais ça aussi, c'est non, mais vous voyez que c'est finalement toujours vraiment par rapport à l'attente de l'autre et l'absence d'écoute. C'est-à-dire, on est toujours, les maladresses, elles viennent toujours du même endroit, c'est-à-dire l'absence de considération du désir de l'autre. C'est-à-dire, on se dit, on va faire ça, je suis sûr que ça va lui plaire, mais on se pose pas la question de est-ce que ça va lui plaire? Ou alors cette croyance parfois aussi qu'il faut, comme vous le disiez Cécilia Como, de la variété, être digne d'un film porno. Le porno fait beaucoup de mal, bien sûr. Voilà, c'est ça, c'est ce que je veux dire, c'est que parfois il y a une sorte de croyance aussi générale. La meilleure réponse, c'est l'amour. Parce que quand il y a du sentiment, on n'est pas dans la performance. Je sais pas, je pose la question à la sexologue. Moi, j'ai eu un patient qui me racontait ses histoires d'endurance, ses histoires de il faut le faire longtemps, il faut que ce soit varié. Et quand je lui ai demandé mais où vous avez appris tout ça? Et il m'a répondu avec mes potes quand j'étais jeune. Et en fait, c'est des croyances de garçons qui ont 15, 16, 17 ans. Quoi. Et il me dit, après ça, c'était... on n'a pas remis ça en question, quoi. Et dès que j'ai commencé à rencontrer des filles, puis des femmes, je suis restée sur cette idée d'endurance et de position hyper variée. Et le pire, parce que lui, pour le coup, c'était dramatique, parce qu'il venait me voir, première visite avec sa compagne, parce qu'à force d'être endurant, il n'arrivait plus à éjaculer. Et pensant que plus il durerait, plus elle aimerait. Et elle l'a quitté. Et il pensait tout seul. Parce qu'elle en avait marre. Il pensait tout seul, c'est toujours le même truc. Voilà. Ouais. Alors, il y en a qui pensent tout seul, il y en a qui parlent aussi. Dans un instant, on va parler de ce qu'on appelle le dirty talk sur l'antenne d'RTL. Voilà, vous allez avoir des choses à nous dire. Voilà, Camille Safiris, on se retrouve tout de suite. RTL. On est fait pour s'entendre. Le Dirty Talk. Aujourd'hui, donc, nous parlons des maladresses à ne pas commettre. Lorsque l'on fait des câlins, des maladresses lors d'une relation sexuelle qui font qu'à un moment donné, le désir s'évanouit, le plaisir disparaît. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, le Dirty Talk. Alors, justement, je vous le demande, qu'est-ce que le Dirty Talk? Mais je ne sais pas, c'est vous qui savez ce que c'est. Moi, je ne sais pas ce que c'est. On va demander à la sexologue. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit, la sexologue? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Exemples. Voilà, Cécilia Comonan, Amina nous écrit: si le Dirty Talk peut être excitant, je le déconseille vivement la première fois. Il faut se connaître et comprendre que c'est un jeu. Seule une relation déjà établie permet d'avoir ce recul. Le Dirty Talk, c'est se laisser aller à un langage... un langage grossier. Un langage grossier qui concourrait à l'excitation, je dirais, et au plaisir. Mais Amina a 100% raison. C'est quelque chose de très érotique pour beaucoup de personnes. Mais codifié aussi, qui vient du porno.
porno, qui vient de tout ça, non? Pas forcément. Alors là, franchement, je pense que ça existe depuis des centaines d'années. Cette idée de transformer l'autre finalement en objet qui pourrait supporter notre pouvoir. Il y a quelque chose de très érotique dans l'avilissement, mais c'est un avilissement contrôlé. Oui, et puis consenti. Enfin, voilà, c'est toute la différence. Mais c'est quoi? C'est un retour à l'animalité? Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est un peu la différence entre le bien-être qu'on éprouve quand on dit ça m'ennuie et ça m'emmerde. Ouais. D'accord. Tu vois, c'est une libération de tension un peu différente. Et je pense que le gros mot permet cette libération-là de la tension. Donc la première fois, le dirty talk, c'est à éviter en fait. En fait, c'est ce que nous explique Amina, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut peut-être savoir avoir le recul nécessaire pour avoir envie de jouer à ce jeu-là, aussi excitant soit-il, et tout en considérant aussi, Cécilia Como, que c'est un jeu de rôle qui finalement n'a rien à voir avec la tendresse et l'affection que l'on porte à quelqu'un. C'est-à-dire qu'en 2 mots, on ne va pas insulter quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alors. En fait, c'est un fantasme, c'est un fuel érotique qui est ou n'est pas dans nos cartes érotiques. Donc, si dans ma carte érotique, le point s'allume quand on m'insulte ou on me traite de... Mais ça, on n'en parle pas avant en général, donc on peut pas le savoir. C'est ça le problème. C'est justement pour ça qu'Amina a raison. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux savoir que ça s'éclaire dans la carte érotique de l'autre? J'en ai aucune idée. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des tentatives. Ils vont lancer un mot, un deuxième, et vous avez en face ça des gens qui tombent des nues, quoi. Oui, en disant... You're talking to me. Voilà. Comment tu me parles là? Et alors, il y a autre chose dont je voudrais qu'on parle, c'est le talk. Tout court. Voilà, parce qu'il y a. Alors, moi, pour le coup, vous me demandiez de parler de ma vie. Je ne vais pas vous raconter des détails sur ma vie, mais c'est vrai que parfois, on peut se retrouver face à quelqu'un qui, dans une certaine situation de rapprochement, se met à parler, se met à parler beaucoup, se met à parler de tout et de rien. C'est ça. Si, la liste de courses, bien sûr. Alors, bien sûr, ça arrive. Oui, ça arrive et ça, on n'en parle jamais. Donc, parlons-en, justement. Alors, on va parler déjà en faisant l'amour. Ça, c'est quelque chose qui peut... c'est très érotique. Et les seules personnes pour qui ça l'est moins, c'est souvent à cause de la gêne. C'est ça, parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas et qui ne parlent pas du tout en faisant l'amour. Oui, mais c'est aussi parce que... Oui, mais elles n'osent pas. Voilà, je pense que c'est plus de l'ordre de... Là, il n'y a pas suffisamment d'abandon. Elles n'osent pas ou elles n'en ont pas le goût. Je veux dire, on n'est pas du tout obligé de... Vous parlez systématiquement, alors? C'est une information. On a dit qu'on parlerait pas de nous, on parlerait de toi. Non, c'est globalement assez érotique. Après, il y a des gens pour qui ça va être un petit mot, d'autres où ça va être des grandes phrases, mais ceux qui vraiment ne lâchent rien sont dans un silence absolu. Soit effectivement, c'est parce qu'il y a les enfants à côté et ils veulent les préserver d'entendre les débats. Soit c'est parce que les gens sont gênés. D'accord. Moi, je suis surpris. Au même titre de faire l'amour dans le noir ou en pleine lumière, parce que certains effectivement ont besoin et de silence et d'obscurité. Le fait de parler de toute autre chose, est-ce que c'est une façon effectivement, à l'instar tout à l'heure de Karine qui nous parlait des matchs de foot, de reléguer la sexualité à une activité parfaitement secondaire? Je sais pas comment ça se passe quand on se dit tiens, demain chez Franprix il faut que je pense au café, il n'y en a plus. J'avais fait un sketch là-dessus, enfin un scénario dans une BD où effectivement c'était ça, c'était un personnage qui parlait tout le temps et qui parlait de tout et de rien et qui parlait justement du fait qu'il aimait pas, c'était un personnage masculin qui rencontrait une fille et puis qui se trouvait à manger avec elle, à dîner, et puis lui expliquait, tu comprends, moi les filles qui parlent pendant les rapports c'est pas supportable, j'en ai marre parce que ça coupe tout le plaisir, etc. Et puis il développait tout ce truc et tout en parlant il rentrait chez elle, il se retrouvait au lit en train de faire l'amour. Et bon voilà, il y a l'ironie d'être là. Ça jouait sur le fait de j'aime pas ça, mais je suis en train de le faire. Non, mais ça c'était pour en faire une planche de BD. Mais c'est vrai que c'est marrant comme il y a des gens que l'acte sexuel libère au point de parler d'un seul coup, des gens qui sont des taiseux et qui peuvent d'un seul coup se mettre à parler ça, aussi, oui, mais de tout et de rien. Oui, mais on parlait de gens qui pourraient être dans le réel et dans ce que je vais faire demain, alors même qu'on est dans un moment où c'est l'imaginaire érotique qui devrait... Il y a bien un mec qui regarde le foot
écoute en même temps qu'il fait l'amour. Mais il n'était pas dans l'imaginaire érotique, non, ça mais, c'est sûr. Alors donc la vraie question que posait Flavie, c'est vraiment, est-ce que la routine finalement change des choses par rapport à la gêne? Je ne sais pas ce que c'est que la routine. Le sexe de routine, de routine, pas forcément... On a le sexe qu'on écrit. Donc, si on écrit une sexualité très routinière, on a une sexualité routinière. Moi, j'aime bien cette idée de ritualiser. Il y a des gens qui aiment une sexualité ritualisée parce qu'il y a absolument tout dedans de ce qu'ils aiment. Mais quand c'est ritualisé, ça ne veut pas dire que c'est toujours la même chose. Dans un cadre, on peut transformer. Ouais. Donc, c'est comme les gens qui parlent. On va pas parler... C'est un peu ce que j'avais écrit. En fait, les problèmes de la sexualité, ils se situent souvent dans le trop ou dans le pas assez. C'est-à-dire on parle tout le temps ou on parle jamais. Ouais. Ce qui est génial, c'est de pouvoir et parler et parfois ne pas parler. Ouais. Et puis changer de sujet. C'est comme la lumière, et parfois dans le noir, et parfois et d'ailleurs, certains qui nous écoutent nous expliquent à quel point la maladresse aussi peut ne pas être grave, peut être sujet à plaisanterie et peut aussi, à un moment donné, parfois donner du charme à certaines situations. Cécilia Como. Bien sûr, parce qu'il y a des maladresses qui ne sont pas des extincteurs d'excitation. Là, on était plus effectivement sur des maladresses qui étaient complètement, qui éteignaient d'un coup d'un seul, comme la lumière, l'excitation sexuelle. En revanche, le truc qui ne marche pas, et je pense que là vous serez tous d'accord, et peut-être c'est masculin, c'est le rire ne marche pas avec le sexe. C'est-à-dire on peut rire avant. Certains nous le disent. On peut rire jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière limite, puis à un moment il faut arrêter de rire. C'est pas un truc finalement. Non, mais le trop et le passé. Quand c'est trop. Clément nous écrit mon conseil, ne pas essayer d'être drôle dans ces moments-là. Gwenda aussi, le moment sexe peut être drôle, mais l'humour peut s'avérer d'une grande maladresse lors d'une relation sexuelle. On se retrouve dans un instant, si vous le voulez bien. On va poursuivre nos conversations. On va faire un tour aussi du côté de l'info. À tout de suite. Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL jusqu'à 15h30. Nous sommes en direct, donc vous l'avez compris, jusqu'à 15h30 en compagnie de Cécilia Como qui est sexologue et thérapeute de couple et Camille Safiris qui est auteur, comédien et réalisateur et en pleine forme. Des messages sur les maladresses justement qu'il nous arrive de commettre parfois aussi, parce que je pense que ça nous arrive à tous. C'est-à-dire que là en fait, on ricane un peu sur ce que l'on nous a fait subir. On est très sérieux. Non, je plaisante, mais les maladresses des autres, mais on en commet aussi des maladresses. C'est comme ça qu'on apprend. Exactement. Pablo nous écrit. On en parle aussi du téléphone portable qui vibre sur la table basse et de mon compagnon qui décroche et qui répond à un pote en pleine action. Donc ça, c'est quand même pas super élégant. Qu'est-ce que ça renvoie dans ces moments-là ? Ça renvoie cette idée, Cécilia Como, qu'on est parfaitement auto-centré et que l'autre, finalement, n'est qu'un pourvoyeur d'un éventuel plaisir. Vous avez tout dit, Flavie. Bon, voilà. Ok, donc j'ai fait le... Mais encore une fois, c'est valable dans plein de moments de la vie. Moi, je me souviens au théâtre. Vous voyez, on n'est pas en train de faire l'amour, quoi qu'on fait toujours l'amour avec son public un peu. Toujours. Mais au théâtre, je me souviens d'un spectateur au 2e rang pendant une pièce, on était en train de jouer, et le téléphone a sonné, ce qui est déjà pas très agréable. Mais il a décroché, il a commencé à discuter comme s'il était finalement au cinéma, c'est-à-dire comme s'il partait du principe que les comédiens n'avaient pas d'oreilles et que donc ils étaient une sorte de film. Et alors quand on fait l'amour, on est quand même on est au plus proche finalement de l'autre et puis on est censé être dans un aller et dans un retour, je dirais. Donc là pour le coup, côté partage, c'est quand même zéro. C'est une absence d'empathie finalement. Ouais. Oui, et puis je pense aussi que la négation de l'autre et puis ça rappelle un petit peu ça dit à l'autre, je suis en train de me masturber avec toi. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a des attitudes. Par exemple, on peut avoir une partenaire qui fait la planche, par exemple, qui attend que ça se passe. Ça arrive aussi. Alors ça, c'est assez, je pense, assez fréquent chez les jeunes filles qui démarrent leur sexualité, mais ça, c'est normal parce qu'elles ne savent pas. Et puis, on le retrouve chez des femmes qui estiment que c'est l'homme qui fait la qualité du rapport. C'est-à-dire, il y a des bons amants et il y a des mauvais amants. Donc, elles vont pas avoir conscience que d'abord ça n'existe pas vraiment et elles font la moitié de tout ce qui se passe vient d'elles. Donc et puis il y a celles aussi qui sont tout simplement extrêmement mal à l'aise, qui ont beaucoup de mal, qui sont mal avec leur corps, qui sont mal avec l'image d'elles-mêmes en train de prendre du plaisir et donc qui se ferment quoi. Un message que l'on a reçu, un mail de
Cécile. Alors là, on est sur des pratiques, la pratique sexuelle qui rejoint peut-être aussi un petit peu, je dirais, ce qu'on se disait tout à l'heure sur le dirty talk, le fait parfois aussi de se laisser aller à des échanges un petit peu plus musclés, je dirais, et vulgaires dans le jeu érotique. Donc on ne fait pas ça la première fois. Alors, Cécile, apparemment, c'était pas la première fois. Elle nous écrit: un jour, un sex friend m'a proposé de m'attacher. Ok, pourquoi pas, nous écrit-elle. En revanche, quand il a commencé à m'étrangler, ça m'a tout de suite moins plu. Il a heureusement fini par comprendre que ça n'allait pas, et quand il m'a détachée, j'ai fait une crise d'angoisse. Lui était totalement paniqué, prêt à appeler les pompiers. Eh bien, je peux vous dire qu'il s'en souviendra toute sa vie et qu'il s'abstiendra maintenant de prendre de telles initiatives. Non, mais vous n'asphyxiez pas quelqu'un. Ah oui, mais peut-être qu'il s'est pas rendu compte. Enfin, d'ailleurs, j'ai l'impression que Cécile n'est pas non plus dans un... voilà, apparemment, ce monsieur était très ennuyé. C'est une pratique sexuelle, l'asphyxie. Alors, est-ce qu'il faut aussi faire montre de prudence déjà? Bon, ça, on l'aura bien compris. Et puis, il faut se méfier. Si le type sort un chalumeau, une scie électrique, là, on peut se poser la question. Effectivement. Non, mais parce qu'il y a des jeux quand même qui nécessitent prudence, consentement, et c'est même pas parce qu'on a eu un consentement que qu'on peut tout faire. Enfin. Là, surtout ce genre de jeu, parce qu'effectivement, là, c'est le même système que le dirty talk, c'est-à-dire est-ce que sur la carte érotique de l'autre, ça résonne ou pas du tout. Et là, on est sur des jeux de domination. Donc ça ne peut pas se faire, par surprise, et encore moins sans avoir eu l'accord du partenaire qui dirait évidemment. Oui, moi, ça m'excite énormément. La crise d'angoisse, elle n'est pas étonnante. C'est-à-dire que dans l'asphyxie, elle a manqué d'air. Et effectivement, il a déclenché une crise d'angoisse en Mettant comme ça dans une position dangereuse, et en plus en manquant d'oxygène et de respiration. Et puis elle était dépendante aussi finalement de dépendante de cet homme. Un autre message qui nous est arrivé, Corinne: alors que nous étions censés faire l'amour pour la première fois avec mon copain de l'époque, celui-ci était trop ému pour y parvenir. Pas grave, ça arrive. En revanche, se marrer tout seul et dire c'est pas grave, me faire un petit bisou sur le front et se tourner pour dormir direct, comment vous dire, je me suis sentie bien seule. L'histoire n'a pas duré très longtemps. Oui, alors ça, est-ce que c'est véritablement une maladresse ou pas juste une incompatibilité? En tout cas, c'est ainsi que Corinne nous l'écrit. Parce que... Alors, tel qu'elle le raconte, ce qui a dû se passer, c'est que le monsieur a perdu son érection et que, extrêmement gêné, il a essayé d'en faire opté en tant que mécanisme de défense pour la désinvolture, la blague et un peu... Et du coup, ça s'est transformé pour elle en mépris, quoi. Donc, c'était aussi ce que je voulais dire sur les auditeurs il y avait un auditeur qui avait dit que rire, c'était pas une bonne idée. Le problème, c'est que le rire, c'est souvent pour se défendre d'une certaine gêne. Donc, en même temps, celui qui rit signale à l'autre qu'il est gêné. Je suis pas sûre que ce soit vraiment ce qu'il a envie de signaler. On va se retrouver dans un instant si vous le voulez bien. On va revenir aussi sur votre article, Cécilia Como, puisque vous avez dressé comme des profils, je dirais, de comportements qui peuvent apparaître maladroits. Il y a les rassurantes, il y a les monosensorielles. Vous parlez de tempo, les attentistes, les marteaux-piqueurs. Tiens, j'aimerais bien savoir de quoi il s'agit. On va se retrouver tout de suite sur RTL. RTL. Allez, des messages qui nous arrivent pour parler de ces fameuses maladresses. J'avais un copain qui, une fois qu'on s'est mis ensemble, me parlait comme à une petite fille sur un ton gnangnan, comme si j'avais 2 ans. Je vous lis les messages que l'on reçoit tels qu'ils sont rédigés. C'est un mail. Oh, elle est fâchée, elle boude, tout le temps comme ça. Ma libido n'a jamais décollé. Je l'ai quitté au bout de 5 jours alors que nous tournions autour depuis 2 mois et qu'il jouait son mystérieux auparavant. J'ai déjà un père, merci bien. S'adresser à l'autre, parfois, lors de rapports tendres, intimes, sexuels, en les projetant, en les infantilisant, c'est aussi quelque chose de fréquent, ça, Cécilia Como? Fréquent, non, parce que les fois où j'en entends parler, c'est parce que les deux se parlent sur ce mode-là. D'accord. En général, c'est pas excellent pour la sexualité, parce que le sexe, c'est une histoire d'adultes. De grandes personnes. Voilà, et donc, dès lors qu'on infantilise quelqu'un, psychiquement, on lui coupe, et c'est comme ça que ça doit se passer, c'est-à-dire que on lui coupe l'accès à l'univers sexuel. C'est pas un univers d'enfant. Donc là, c'est vraiment une maladresse. C'est comment rater son rapport ou comment désexciter sa partenaire, quoi. Bon, en tout cas, on l'aura compris, ça n'a pas fonctionné sur cette auditrice. Sophie, mon premier amour, je l'aimais vraiment, mais lors de nos relations intimes, il faisait la course tout seul.
Pardon, je découvre aussi les messages. Je ne sais pas qui il tentait de fuir ou de rattraper, mais c'était quand même extrêmement pénible. Je n'ai jamais osé le lui dire. Voilà, c'est ça. Alors, c'est ce que vous appelez les marteaux-piqueurs dans votre article ? Alors, elle parle peut-être effectivement de marteau-piqueur, c'est-à-dire de... Alors, le marteau-piqueur, je ne veux pas me moquer. Faire la course tout seul. Non, mais ça me fait marrer. Mais il y a un peu de ça. Alors, le marteau-piqueur, il est vraiment sur une ignorance totale et absolue. Cette idée que... Alors, les hommes et les femmes, on fait tous pareil, c'est-à-dire qu'on part de ce qu'on connaît. Et ce qu'un homme connaît, c'est lui. Donc, à partir du moment où il a découvert que sa verge aimait beaucoup le frottement, et la pression, mais le frottement, il infère que ça va être pareil pour les femmes. Et donc, il va imaginer que frotter les parois du vagin de sa partenaire va lui procurer beaucoup de plaisir. Alors ça, c'est la première erreur, parce que quand même depuis les années 60 et un célébrissime américain, Alfred Kinsey, pour pas le nommer, on sait que les parois du vagin sont sensibles à la pression. Pas du tout au frottement. Et j'en veux pour preuve que quand les femmes font un frottis et qu'on leur met une espèce de long coton-tige dans le vagin, ni elles jouissent, ni elles tombent dans les pommes. Donc il y a bien, voilà, il y a bien une sensibilité très modeste. C'est pas le même contexte non plus. Non mais je parle c'est important. Les capteurs sensitifs dans les parois du vagin, il y en a pas tant que ça. Et donc ce frottement d'une verge modeste ne peut pas faire monter correctement le plaisir. Et la deuxième chose, pourquoi ils sont marteau-piqueurs, c'est parce qu'ils ont l'impression que leur dos et leur bassin est soudé. Et donc, pour pouvoir avoir des mouvements de pénétration, ils vont un peu faire des pompes. Et donc, dans ces pompes, ils vont être à la verticale et ils vont frotter. Or, moi en tous les cas, quand ils viennent me voir, alors je leur indique d'essayer chez eux, pas au cabinet, mais ils vont vite se rendre compte que leur dos et leur bassin est complètement désolidarisé. Ce qu'on voit hyper bien dans la vidéo de Florence Foresti, où on voit John Travolta, et grâce à cette notion, et si ils arrivent à s'entraîner, ils n'ont plus besoin. C'est un peu zouk, quoi. Voilà. Il faut être dans le coup de rein, il faut être pas. C'est le coup de rein qui fait une pénétration profonde et puissante. Voilà, le pelvis d'Elvis. Or, eux, ils n'ont pas d'autre choix qu'être un marteau-piqueur, puisqu'ils donc là, c'est une maladresse, c'est lié à la méconnaissance. Mais les femmes apprécient très peu ces pompes au-dessus d'elles. Sauf qu'elles ne le disent pas. Et voilà parce comment que les femmes sont gentilles et qu'elles ne veulent pas blesser leur... Alors... À propos des femmes, Tatiana nous envoie un mail. Peut-on dire à ces messieurs que nous ne sommes pas des manettes de PS4 et qu'il ne sert à rien de s'acharner sur nos parties intimes? Merci, point de suspension. Ce à quoi Grégoire répond: pour info, notre pénis aussi est sensible. J'ai connu beaucoup de femmes qui le traitaient comme une télécommande. Bah oui, il y en a pour tout le monde. C'est ce que je disais, c'est les monosensoriels. C'est-à-dire que les femmes se disent, bon, il y a un truc qui marche à tous les coups, c'est la verge, donc je vais pas... Alors c'est pour ça que j'avais mis souvent par flemme. Je vais pas aller perdre mon temps à faire autre chose. Et les hommes se disent, bon, alors les seins, c'est bien. Et moi, j'ai eu des patientes me dire, il m'a léché les seins pendant une demi-heure, je savais pas comment lui dire, mais je ne ressens rien, arrête quoi. Alors, mais ce qui est intéressant avec ce sujet des maladresses, c'est que il faudrait qu'on trouve un moyen de communiquer davantage. Et on aurait besoin, vous, la sexologue, vous devriez nous conseiller des choses pour parler, pour dire comment on peut. C'est une vraie question. Comment on peut, ça interroge l'éducation sexuelle que l'on a, quoi. En fait. Mais comment on peut se parler? Comment peuvent faire les gens qui n'arrivent pas à se parler pour oser aborder des sujets aussi délicats que ça? C'est vrai, comment on fait concrètement? Parce que je pense qu'une des premières règles, c'est d'aborder ce genre de sujets dans des contextes qui sont totalement non sexuels. Voilà, déjà comme ça, on se dit pas qu'on va passer à l'acte après. Donc au petit déjeuner, quoi. Pas forcément, il y a d'autres moments dans la journée. Pour moi, tous les autres moments sont sexuels. C'est d'aller, d'être sur un moment qui ne sera pas suivi de sexualité pour se sentir plus libre d'en parler. Et une des phrases qui me semble intéressante, c'est demander non pas à l'autre qu'est-ce que t'aimes sexuellement, mais de demander qu'est-ce qui t'érotise.
Et là, ça ouvre une discussion et on laisse l'autre venir si elle a envie justement de dire j'apprécie plus telle chose. Qu'est-ce qui t'érotise? Et je pense que ça peut être dit, alors peut-être avec un petit apéro avant, que sais-je, mais ça peut être une conversation. Mais on peut pas dire j'aime pas quand tu me fais ça, j'aime pas quand tu dis ça. En fait, oui, l'idée c'est d'être plutôt dans le côté ouverture et positif plutôt que le côté refermé et injonction ou même ce qui pourrait être pris comme un reproche. Oui, je vais la façon d'aborder les choses. Pour l'homme qui qui serait sur les seins, je réponds à ta question. Eh bien, si une femme lui dit j'adore quand tu me caresses et que tu me lèches le ventre, il est fort probable qu'il lui dise et les seins. Et là, elle pourra répondre un peu moins. Oui, c'est ça. Et là, elle vient de lui donner une indication. Mais c'est que des petites indications, des subtilités, quoi. Oui, on se retrouve tout de suite sur RTL. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. Lucie. Jusqu'à 15h30. Flavie Flamand sur RTL. Emma se souvient, j'ai eu le droit au « alors heureuse ». Je me suis mise à rire, je n'arrivais plus à m'arrêter. Je crois qu'il a été un peu vexé. Les maladresses sous la couette. On en parle aujourd'hui jusqu'à 15h30 avec vous sur l'antenne d'RTL. Alors, on a un message qui nous est arrivé de Corentine. Un homme a mis sa langue dans mon oreille avant que l'on fasse l'amour pour la première fois. On ne se connaissait pas bien, ce geste m'a glacé. J'ai eu un mouvement de recul. Je trouve bizarre de faire ce genre de choses avec de nouvelles personnes. Alors, bon, après, on aime ou on n'aime pas. Néanmoins, Cécilia Como, est-ce qu'il n'y a pas aussi un temps? Est-ce qu'on ne fait pas connaissance sexuellement? Et est-ce que, justement, il ne faut pas aussi prendre des semaines, des mois, voire parfois des années avant de pratiquer certains gestes qui pourraient paraître comme agressifs ou intrusifs de la part de l'autre? Des années, je pense que c'est... Non, mais je veux dire, on se découvre sexuellement toute la vie. Je pense que c'est merveilleux, des années. Ouais. Justement, par rapport à je ne connais pas de routine, il y a des gens qui choisissent de se découvrir sexuellement et d'ouvrir comme ça leur territoire érotique pendant des années. La langue dans l'oreille, je pense simplement que ça, on est encore dans ces espèces de répertoires des choses à faire, que les fausses croyances, quoi, de ce que sûrement il imaginait que les femmes aiment. Et en général, ça tombe à plat. C'est-à-dire que je rejoins Camille. Il suffit de se coordonner, de se connecter à l'autre pour comprendre vers où ça nous emmène. Alors que si on sort son petit manuel et de se dire, bon, étape 1, l'oreille, check. Alors après, il y aura, et forcément à un moment donné, les seins, check, le clitoris, check, et machin. Ça peut pas fonctionner. Mais peut-être que certaines aiment. Je ne veux pas essayer de sauver cet homme qui a mis sa langue dans l'oreille. Mais on n'est jamais que force de proposition. Donc les maladresses, elles viennent souvent du fait qu'on essaye des choses quand on connaît pas bien l'autre. Donc on parle des maladresses plutôt du début d'une relation, parce que quand on se connaît, c'est autre chose. Et c'est vrai que on ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas essayé. Donc il faut parfois aussi s'autoriser un peu des choses. Oui, et en même temps, parfois pour certains, il y a des rencontres où la question ne se pose même pas et on peut tout faire et tout vivre sans la moindre... Oui, bien sûr. En fait, c'est une question de tempo et c'est quelque chose que l'on doit ressentir, Cécilia Como aussi. Alors, c'est vraiment une histoire de... Mais on peut tout proposer, mais peut-être pas dès la première fois. Non, mais il y en a certains pour qui c'est même pas une proposition, c'est du domaine de l'évidence, c'est ce que je veux dire. Alors, je pense que ça dépend aussi du niveau d'excitation de la personne qui est en face. Ça, sûrement que ça joue énormément. Et des signaux qu'elle envoie. Voilà. Parce que parfois, il y a un niveau d'excitation qui n'est pas du tout lié aux signaux que la personne envoie. Donc il y a un décalage. On peut sauter les préliminaires parce que c'est valable aussi pour les femmes. C'est pas valable que pour les hommes. Il y a des femmes qui envoient des signaux, des messages qui sont pas du tout ceux que on croit. Enfin voilà. Et puis où il y a une absence de signaux. Voilà. Et puis ensuite, on se retrouve à effectivement avoir oublié les préliminaires et donc ça peut être un peu glaçant. Pour le tempo, je pense que les gens doivent réaliser que la sexualité, c'est comme une danse. On salue Albertina qui m'a mis sur cette piste-là. Oui, elle nous écoute. C'est une auditrice qui habite à Buenos Aires. Voilà. Et le tempo, je pense que c'est la première chose. C'est-à-dire que ça commence toujours comme ça. Si vous dansez un rock'n'roll et que la personne d'en face dans un slow, ça peut pas marcher. Donc le tempo, c'est la première chose. Or, on ne peut
comprendre le tempo de l'autre que si on accepte de se laisser guider mutuellement. Et d'écouter sa musique. Oui, mais si on décide de prendre le lead d'entrée de jeu, ça peut pas fonctionner. C'est vraiment quelque chose, et c'est là où c'est très érotique, c'est vraiment quelque chose d'ondoyant et vraiment qui s'équilibre naturellement si on est à l'écoute de l'autre. C'est ce qu'on appelle sensualité, ce tempo-là. Et à Buenos Aires, on sait de quoi on parle. Je crois. En Argentine, voilà, on embrasse tous ceux qui nous écoutent, au-delà de nos frontières. Alors, Riri, par mail, mon pire souvenir en pleine action, un homme s'est arrêté en me disant « Je ne peux pas, je suis désolée, je pense trop à mon ex. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. » Là, on peut lui dire carrément qu'elle était tombée sur un goujat. Oui, là, on n'est plus dans la maladresse. Là, on n'est plus dans la maladresse, on est dans le manque cruel d'éducation. Il y a des hommes qui s'endorment avant aussi, et qui ont trop bu. Et d'empathie. Oui, alors c'est là aussi où effectivement on peut se dire que au-delà des maladresses, on peut se dire que certains sont mal élevés. Il y a des gens qui sont mal élevés au lit, quoi. Qui sont mal élevés dans la vie et qui sont mal élevés au lit. Et par conséquent, cela, il faut savoir, je dirais, à un moment donné, passer son chemin parce que c'est un manque de respect, Cécilia Como. Oui, et je pense que les gens n'ont pas envie d'être l'éducateur de leur partenaire. Ils ont envie d'être respectés autant qu'ils le respectent. Donc ça veut dire que c'est aussi l'histoire de chacun que de savoir bien se comporter. C'est la première des choses. Exactement. Et c'est ça qui est fondateur bien souvent d'une relation épanouissante. On s'est bien comporté là. Tout s'est très bien passé. Tout le monde a été très bien élevé aujourd'hui. Voilà, on remercie nos auditeurs pour tous les messages qu'ils ont bien voulu nous laisser sur nos réseaux sociaux. Cécilia Como, votre site, on peut aller le voir et découvrir vos articles et notamment un article sur les maladresses sexuelles. Oui, j'ai expliqué un peu plus en détail. Exactement. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Camille Saferis, merci beaucoup. Les Excellents passent toujours sur scène ou pas? Absolument, le 23 mars à la Péniche, le Marcounet à Paris. Très bien, vous massacrez les chefs-d'œuvre du rock. Voilà, il y a 2 millions de vues sur les réseaux sociaux de vos vidéos. Merci d'être venu. On vous retrouve également dans Rolling Stones, le magazine, et puis l'émission Ça vous regarde sur la chaîne LCP. Ça en fait les choses. Tous les vendredis. À la prochaine, Camille Saferis. Merci beaucoup. Et c'est le week-end au fait. Alors qu'est-ce qu'on se dit? On se dit à demain. Et oui, 9h15 pour votre magazine Conso du samedi matin. Nous voilà bien avec notre enquête sur les additifs alimentaires et les crédits à la consommation. Une émission extrêmement instructive demain de 9h15 à 10h sur l'antenne d'RTL. Et puis lundi, on repart pour un tour avec On est fait pour s'entendre. Dès 14h30, on parlera des enfants du divorce. Voilà, d'ici là, prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous demain 9h15. Je vous embrasse. RTL. On est fait pour s'entendre.